Eh bien bonjour mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens, on se retrouve, il est très tard, vous ne m'en voudrez pas, l'autofocus est réglé, vous ne m'en voudrez pas, il faisait beau aujourd'hui. Et comme il faisait beau, eh bien il a fallu sortir du grenier pour aller profiter des nouveaux rayons du soleil. Alors cette semaine, très rapidement, parce qu'il est tard et sinon vous n'aurez pas cette vidéo avant après-demain ou après-demain, ce qui a eu une chose en fait de très intéressante qui a retenu mon attention et je pense qui va vous plaire énormément, enfin en termes d'analyse et en termes intellectuels évidemment, c'est quoi? C'est la fin de la mondialisation et cette citation n'est pas de moi, elle est de Larry Fink qui n'est ni plus ni moins que le président de la société BlackRock et BlackRock c'est la plus grosse société de gestion de fonds. Allez, venez, on va en discuter tous ensemble parce qu'évidemment c'est pas anodin du tout comme déclaration. Et la semaine dernière, c'était dans le JT du Grenier qu'on avait partagé ensemble, c'était évidemment l'une des hypothèses et l'hypothèse centrale de travail qui était la mienne, qui était la fin de la mondialisation. Et donc c'est fort intéressant que BlackRock, alors vous avez ici la tête de Larry Fink qui est le fondateur, c'est lui qui est à l'origine de la création de la société BlackRock dans les années 90. Et alors BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Alors vous savez, ce sont des actifs sous gestion, donc ça fluctue tous les jours en fonction des marchés financiers. Donc si les marchés financiers perdent 10%, et ben, plutôt que 10 000, c'est 9 000. Et puis s'ils gagnent 10% de plus, et ben, ça sera 11 000 plutôt que 10 000. Mais enfin, vous voyez, l'important, c'est évidemment l'ordre de grandeur. Et on est aux alentours de 10 000 milliards de dollars, c'est absolument considérable. Le PIB de la France, c'est 3 000 milliards de dollars, donc c'est 3-4 fois le PIB de la France. Donc c'est une BlackRock, c'est une puissance considérable. Et d'ailleurs, BlackRock et les conseillers de BlackRock sont même reçus par Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée pour vanter les mérites de la France comme terre d'investissement accueillante pour un groupe américain comme BlackRock. Voilà, et donc Larry Fink est là et c'est quelqu'un qui est né en 1952. Voilà, juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors Larry Fink, là c'est l'article, c'est dans Capital, vous pourrez retrouver partout de toute façon. Vous pouvez même aller sur le site de BlackRock et sur le site de BlackRock vous avez la lettre complète aux actionnaires qui est très intéressante et je vous invite à la lire. Mais pour ceux qui ne vont pas la lire, je vous propose un bon résumé qu'on va partager ensemble et de toute façon je vais vous donner évidemment ici l'essentiel. Donc là dans cet article de Capital, c'est la fin de la mondialisation, l'avertissement du patron de BlackRock, Larry Fink. Le PDG du groupe estime que l'isolement de la Russie obligera à terme les entreprises et gouvernements à réévaluer leur dépendance. Vous allez voir, ça va nettement plus loin que ça. Voilà, donc c'est dans la lettre aux actionnaires si vous allez sur le site de BlackRock. To our shareholders, donc les shareholders, ce sont les actionnaires in English in the text. Le 24 mars 2022, cette lettre a été publiée, donc vous pouvez aller la retrouver dans son intégralité. Voilà les meilleurs morceaux de ce courrier. Au moment où je vous écris cette lettre, dit Larry Fink, le monde subit une transformation. L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine a bouleversé l'ordre mondial. Voilà. En place depuis la fin de la guerre froide, il y a plus de 30 ans. Donc c'est bien de ça dont on parle. On parle bien du basculement d'un ancien ordre mondial vers un nouvel ordre mondial. Et c'est d'une logique imparable. À chaque fois, eh bien, on est obligé d'adapter les superstructures aux infrastructures. Et donc, on est obligé d'adapter l'ordre mondial, la manière dont marche le monde, la manière dont le monde est organisé et structuré pour qu'il corresponde à la réalité. L'attaque contre une nation souveraine est quelque chose que nous n'avons pas vu en Europe depuis près de 80 ans et que la plupart d'entre nous n'aurions jamais imaginé voir de notre vivant. Une guerre comme celle-ci menée par une superpuissance nucléaire, évidemment comme la Russie. Ok, ça, il plante le décor. Mais en fait, ça, c'est un peu du tralala. Ce qui est important là, c'est bouleverser l'ordre mondial. Voilà, je crois que c'est ça qui est important dans ce tralala. Ensuite, les ramifications de cette guerre, ça c'est important aussi, ne se limitent pas à l'Europe de l'Est. Alors attention, dans le courrier de Larry Fink, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qui sont sous-entendues. Et là, il faut savoir lire entre les lignes.
il se superpose à une pandémie qui a déjà eu de profonds effets sur les tendances politiques, économiques et sociales. L'impact se répercutera pendant des décennies à venir d'une manière que nous ne pouvons pas encore prédire. Là, il vous parle d'impact extrêmement durable, il vous parle de décennies, donc c'est évidemment une rupture majeure telle que le monde en connaît une ou deux par siècle, et donc ce sont ces fameux événements, ces fameux signes noirs, des événements hautement improbables mais pourtant à la portée considérable, et là en l'occurrence c'est une portée historique absolument phénoménale. Continuons, mais l'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue au cours des 3 dernières décennies. Et donc oui, les 30 dernières années, souvenez-vous, je vous expliquais tout ça la semaine dernière, chute du mur de Berlin, avant la mondialisation n'était pas possible, puisqu'un rideau de fer évidemment coupait le monde en deux. La chute du mur de Berlin rend la mondialisation possible, 1990 globalement, 30 ans de mondialisation, et puis aujourd'hui un nouveau mur, un nouveau rideau de fer tombe et rend à nouveau la mondialisation impossible. Nous avions déjà vu la connectivité entre les nations, les entreprises et même les personnes mise à rude épreuve par 2 années de pandémie. Cela a laissé de nombreuses communautés et personnes se sentir isolées et se replier sur elles-mêmes. Et on apprend à se débrouiller tout seul. Chaque année, je trouve un privilège de vous écrire pour réfléchir sur le passé et regarder vers l'avenir. Cette année, je le fais alors qu'une série d'événements choquants se déroule en Europe de l'Est. L'ampleur des actions de la Russie se jouera, c'est-à-dire aura des effets pendant des décennies et marquera un tournant dans l'ordre mondial, je crois que c'est très clair, de la géopolitique, des tendances macroéconomiques et des marchés de capitaux. Donc, vous l'avez bien compris, on est en plein là-dedans. Le nouvel ordre mondial, l'alternative à l'ordre mondial, et donc une lutte acharnée pour qui va dominer l'ordre mondial. Et si on n'est pas d'accord, et que la lutte acharnée n'arrive pas à déterminer de vainqueur, eh ben une solution assez logique, qui est celle du divorce, de la séparation, plus ou moins amiable, plus ou moins conflictuelle, bien évidemment, et donc c'est une séparation, c'est un rideau de fer. Encore une fois, ce trait-là, vous pouvez gloser autant que vous voulez dans les commentaires sur je le mettrai plus à droite, je le mettrai plus à gauche. Vous avez oublié un morceau du Brésil ou du Venezuela. Bien sûr, évidemment, vous avez raison. Ce trait-là, c'est juste pour illustrer l'idée en disant voilà, d'un côté l'Occident, de l'autre côté la Russie avec la Chine, bon voilà, et l'Est, d'accord, l'Est et l'Ouest. C'est une suggestion, c'est juste pour y réfléchir. Ce trait-là en soi n'a aucun sens, puisque bon, le Japon qui est là, il va plutôt être avec les États-Unis, puis je vous rappelle que c'est un globe, et donc si c'est un globe, les États-Unis par rapport au Japon sont là aussi. Enfin bon, vous voyez, donc voilà, tout ça c'est juste pour illustrer, c'est pour imager, ça ne doit pas être pris au sens strict et au pied de la lettre, bien entendu. Hein, donc c'est juste pour vous montrer, voilà, l'Ukraine elle est là, et donc ça sépare le monde, et donc logiquement, la mondialisation n'est plus possible. Et si vous lisez l'intégralité de la lettre de Larry Fink, vous vous rendrez compte qu'il ne va pas jusqu'au bout du raisonnement et il ne donne pas les implications du nouveau rideau de fer. Il vous dit, ah ben, attention, hein, c'est l'ampleur aura des effets pendant des décennies, marquera un tournant, etc. Très très grave partout, hein, dans l'ordre mondial, sur la géopolitique, dans les tendances macroéconomiques, sur le marché des capitaux. Vraiment, il y aura des conséquences partout. Ok, mon grand, mais lesquelles ? Et ça serait quand même très intéressant qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Et c'est là où tout le monde s'arrête. Hein. On vous dit des choses, mais on ne va jamais au bout des implications concrètes de ce que ça veut dire que démondialiser. Mettre fin à la mondialisation, ça a des conséquences hein, de mettre fin à la mondialisation. Et donc moi, c'est la question que je vous posais la semaine dernière. On fait quoi économiquement, militairement, techniquement, concrètement, ça veut dire quoi la fin de la mondialisation? Et je vous avais dit, attention à l'énergie, évidemment, et attention à tous les bidules que nous avons dans nos magasins. Les bidules de plus ou moins haut de gamme, de plus ou moins haute technologie, et la Chine est capable de produire le meilleur comme le pire de tous les bidules, mais c'est les bidules qui évidemment alimentent nos magasins. Et puis, c'est également un sujet très tourné autour de l'alimentation et des flux logistiques et des flux alimentaires, et je vous dis qu'on va avoir des énormes problèmes sur ces 3 sujets. L'alimentation énergétique,
l'alimentation nourriture au sens premier du terme, et évidemment l'alimentation en termes de bidule. Et donc, le bidule allant du vélo électrique jusqu'à la dernière tablette iPad ou en passant par la trottinette Xiaomi ou tout ce que vous voulez, qui sont tous les produits de grande consommation courante dont nous avons l'usage, sans oublier les ordinateurs, les écrans, les caméras, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des bidules made in China, ou à peu de choses près, ce sont des bidules made in China. Donc, remettre toutes les structures logistiques, et donc Larry Fink parle de offshore, d'accord, donc ce qui a été délocalisé, et donc ce qui a été délocalisé, ce qui a été mis offshore, dit-il dans sa lettre, ça va être remis nearshore, donc near proche, hein. Donc c'est ni plus ni moins qu'il va falloir relocaliser. C'est super, mais relocaliser, ça va prendre un peu de temps. Retrouver les savoir-faire, ça va faire un peu de temps. Remettre en place des chaînes de production sur des chaussures, ça va mettre un peu de temps. Et donc, le premier d'entre vous qui va dans son placard à chaussures et qui regarde les marques des chaussures qu'il a et qui me dit « Moi, c'est bon, j'en ai une made in France ». Je serais curieux de savoir, à part une espadrille, quelle est la dernière chaussure made in France qu'il a pu acheter. Et encore, même les espadrilles maintenant peuvent venir évidemment de Chine. Donc, vous vous rendez compte que ça veut dire plus de chaussures, très concrètement. D'accord ? Si demain, il n'y a plus de mondialisation et que ce qui vient de l'Est ne vient plus, c'est plus de chaussures, plus de tablettes, plus rien. Alors, quasiment plus rien de vos produits de consommation courante, puisque nous importons tout, y compris plus de bagnoles, et pas franchement de voitures électriques. Évidemment, la transition écologique en prendra donc pour son grade. Donc, c'était ce que je vous disais la semaine dernière, je reprends exactement la même conclusion, je ne vous la refais pas, mais la logique c'est bien ça, c'est que on s'oriente vers le scénario le plus probable et qui doit être au cœur de vos stratégies patrimoniales, au cœur de vos stratégies de préparation, qui est non pas une guerre atomique, fin du monde, Mad Max, mais beaucoup plus vraisemblablement une démondialisation plus ou moins brutale, plus ou moins violente, avec des conséquences assez désagréables à court terme. Alors le court terme étant entre environ, on va le donner 5 ans. Donc pendant 5 ans, ça veut dire évidemment une tripotée de pénurie. Voilà. Donc c'est le moment de vous acheter quelques paires de chaussettes d'avance, des petites chaussures d'avance, notamment si vous avez des enfants dont les pieds grandissent. Enfin, vous voyez, bon, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez acheter. D'une part, parce que ça deviendra de plus en plus cher de toute manière, parce qu'il y a de l'inflation, donc vous ne ferez pas une mauvaise affaire. Et d'autre part, parce que vous risquez, par exemple, si on va au bout des implications de ce que signifie la démondialisation, bah, c'est qu'à un moment donné, si on se fâche très 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 fort et que après avoir envahi l'Ukraine, je ne sais pas, moi par exemple, la Chine envahit Taïwan, et nous, l'Occident, les gentils, le camp du bien, nous prenons des mesures évidemment contre le camp du mal, les méchants, les vilains, la Russie et la Chine, et que nous les sanctionnons, eh bien si nous sanctionnons la Russie, nous n'avons plus de pétrole, mais si nous sanctionnons la Chine, nous n'aurons plus de bidules. Des bidules d'ailleurs qui de toute façon vont commencer à ne plus arriver d'ici quelques jours, puisque ça fait 15 jours maintenant, enfin une petite dizaine de jours, que les grandes villes chinoises sont largement confinées. Shanghai tremble évidemment pour un confinement généralisé, et donc entre Shenzhen qui est confiné, qui est le plus gros port chinois pour l'exportation, et puis Shanghai également, bon bah écoutez, il n'y a pas grand chose qui va arriver, on va avoir quelques petites perturbations, donc enfin, quelques même grosses perturbations dans les chaînes logistiques. Donc si finalement derrière les Chinois envahissent Taïwan, bon bah écoutez, le monde sera prêt pour une démondialisation assez brutale, assez violente, hein, donc c'est-à-dire que bah, tout simplement pénurie majeure sur un certain nombre de bidules que nous achetions. Voilà ce que ça veut dire très concrètement, la fin de la mondialisation. Hein, si on va sur les implications majeures de la fin de la mondialisation, fin de mondialisation égale problème d'énergie, problème alimentaire, problème dans tous les achats de bidules, donc problème dans les habitudes de consommation que nous avons pu développer ces dernières décennies. Donc c'est absolument pas drôle, mais en revanche, vous avez encore quelques jours pour vous y préparer. Il suffit d'acheter préventivement ce qui pourrait vous manquer le plus cruellement si vous en avez évidemment un petit peu les moyens, mais enfin bon, vaut mieux acheter une paire de chaussures d'avance que risquer de se retrouver à marcher pieds nus pendant quelques années
ce qui vous en conviendrait n'est pas forcément très agréable. Voilà, donc bon, ceux qui veulent aller plus loin, ils ont le dossier, etc., etc. Et puis voilà, c'était juste pour vous parler de cette information qui était très importante, fin de la mondialisation. Vous voyez, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on est en train d'analyser depuis plusieurs semaines. C'est ça que vous devez surveiller, c'est là-dessus que vous devez être très vigilant. Et surtout, une fois que vous avez lu, que vous avez compris, nouvel ordre mondial, bataille pour le nouvel ordre mondial, bataille géopolitique, géostratégique pour la domination du monde, égale éventuellement une fin de mondialisation plus ou moins brutale, et bien quelles sont les implications de ça? Et là, on commence à décliner de manière extrêmement concrète. Et quand on décline de manière extrêmement concrète, eh ben on en arrive à des conclusions du type moi, il n'y en a plus y avoir chaussures, moi, il n'y en a plus y avoir iPhone, moi, il n'y en a plus, etc., etc. Et donc, souvenez-vous, dans une économie capitaliste, l'ajustement commence par se faire d'abord par le prix. Donc quand il y a pénurie, l'ajustement se fait par les prix, d'où l'inflation ou l'inflation très forte qu'il peut y avoir quand il manque des choses. Et donc l'inflation de pénurie n'a rien à voir avec une inflation monétaire, n'a rien à voir avec une inflation de croissance. C'est une inflation de pénurie. Les prix montent parce qu'il n'y a pas et que l'ajustement se fait par le prix. Donc ça veut dire que les choses en petite quantité valent de plus en plus cher, seuls les gens les plus riches peuvent se les offrir. Donc dans un premier temps, l'ajustement se fait par le prix. Et dans un deuxième temps, l'ajustement se fait tout simplement par le rationnement. Et quand vous avez le président de la République, quand même, excusez-moi du peu, Emmanuel Macron, président de la République, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet. Le président de la République, il arrive et dit « on va avoir des problèmes alimentaires ». Ça devrait faire la une, et les gens devraient se gratter la tête en disant « Tiens, problème alimentaire, mais qu'est-ce qu'il veut dire là exactement je vais avoir à manger, pas à manger, on va avoir des tickets... » Non, on n'aura pas des tickets de rationnement, vous aurez des chèques alimentaires. Waouh, intéressant quand même, vous aurez des chèques alimentaires. Mais les chèques alimentaires, comme les billets, n'ont jamais permis de créer des sacs de farine. Donc quand il n'y a pas de farine, il n'y a pas de farine. Quand il n'y a pas de blé, il n'y a pas de blé. Quand il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'engrais. Quand il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de culture. Quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de rendement. Quand il n'y a pas de rendement, il n'y a rien à bouffer. Et ça, c'est une réalité vieille comme le monde. Et voilà un petit peu dans quelle situation nous nous trouvons. Et donc, ce que ça veut dire qu'une l'implication concrète, les conséquences concrètes d'une démondialisation brutale. Nous ne sommes pas indépendants en engrais, nous ne sommes pas autosuffisants en termes alimentaires, nous ne sommes pas autosuffisants en termes technologiques, nous ne sommes pas autosuffisants en termes de capacité à créer de la batterie, nous ne sommes pas autosuffisants en termes énergétiques. Donc soit on négocie, soit si nous ne négocions pas, alors, quand je dis on négocie nous, les gentils, avec le camp des méchants, la Russie et puis la Chine. Et si on ne négocie pas ou qu'on ne veut pas négocier, on prendra nos pertes, on aura une démondialisation violente, on s'en remettra bien évidemment, mais nous passerons par un moment évidemment pas très agréable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la fin de la mondialisation. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Vous pouvez là-haut vous abonner à la lettre stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin, sinon à la lettre d'information gratuite directement sur le site insolentiae.com. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @insolentiae. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un JT du grenier qui sera peut-être un peu plus long, un peu plus détaillé et qui arrivera moins tardivement, sauf s'il fait très beau temps et que ma femme se met en tête de me sortir de mon grenier et de m'empêcher de travailler le dimanche. À bientôt, salut les amis, prenez soin de vous.